Ok, voilà. Comme je vous avais dit l'autre fois, que aujourd'hui on va parler des sixième chapitres du modèle, des sixième chapitres de notre module CCNA 1, qui parle de la couche liaison de données. Qu'est-ce que nous remarquons? Ici, on va parler un peu de cette couche, qu'est fait cette couche liaison de données, et puis quelles sont les caractéristiques, quels sont les protocoles utilisés dans cette couche. Par rappel, je vous rappelle que la couche liaison de données, c'est la deuxième couche du modèle OSI. Parce que le modèle OSI, si on sait bien, le modèle OSI a sept couches. La première couche, c'est on commence des bas en haut, parce que lorsque nous recevons les informations, ça entre à partir des bas jusqu'à la partie au-dessus là-bas. La première couche, c'est la couche physique. Donc, c'est par là que l'information entre. Ça peut être par câbleur, par quoi. Et puis, lorsque l'information entre, ça monte à la deuxième couche, qui est la couche liaison de données. Voilà, c'est la couche en question que nous allons utiliser. Et puis, ça va monter à partir de la troisième couche, qui est la couche réseau. Et on verra aussi la quatrième couche, la couche transport. Et ça va monter jusqu'à la cinquième couche, la couche session. Sixième couche, présentation. Et septième, c'est l'application. C'est là que ça va afficher chez nous, les emails utilisateurs. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque maintenant nous émettons, nous envoyons une information, un message, nous ne l'envoyons pas à partir de la première couche, mais nous l'envoyons à partir de la septième couche qui est la couche application. Et puis la donnée va descendre, donc ça fera l'opération inverse. C'est de ce que je vous ai expliqué ici. Ça fera l'opération inverse jusqu'à ce que la donnée va sortir à la couche physique. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la couche liaison de données. Qu'est fait cette couche? Ici, qu'est-ce que nous allons avoir? Les objectifs, c'est quoi? C'est, je dois vous expliquer comment le contrôle d'accès au support, qu'on appelle les MAC. Si vous vous rappelez bien, lorsque j'avais parlé de la couche liaison de données, j'avais évoqué ce qu'on appelle l'adresse MAC. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, même pas par ces cours, ailleurs, si vous pouvez déjà, vous avez déjà entendu parler de l'adresse MAC. En fait, l'adresse MAC, c'est une adresse qui répond aux mêmes exigences de ce qu'on parle ici de contrôle d'accès au support. On va voir ces contrôles d'accès au support dans cette couche liaison de données, comment il prend en charge la communication entre les réseaux. Alors, nous avons trois objectifs à atteindre. Les premiers objectifs, pardon, je vais vous parler de la fonction de cette couche. Décrire les objectifs, la fonction de liaison de données pour préparer la transmission, je vais vous parler de ça. Et puis, la deuxième des choses, je vais parler de la topologie réseau. On va essayer un peu de décrire les caractéristiques des méthodes de contrôle d'accès au support, qui est les MAC, dans les différentes topologies, où nous avons beaucoup, plus le WAN, topologie WAN, et puis la topologie LAN. Et puis, je vais vous parler de la trame. Si vous vous rappelez encore, je vous avais parlé de la trame, c'est une information qui se situe au niveau de la couche liaison de données. Alors, on va voir c'est quoi la trame. Allons-y. Parlons maintenant de la fonction de la couche liaison de données. On dit quoi? La couche liaison de données est responsable, dans cette couche est responsable des communications entre les cartes d'interface et réseau du périphérique final. Ici, on ne parle pas de la responsabilité entre le PC et un autre PC. Non, non, on parle parce que, bon, pas PC, parce que quand je parle de PC, on voit directement l'ordinateur. Parlons d'un hôte à un autre hôte. Ici, on ne parle pas que cette couche est responsable de la communication d'un hôte, prenons par exemple hôte A et un hôte B. Non, non, non. Mais on parle de la carte. Donc, cela veut dire que de la carte là où la donnée est sortie, parce que dans un hôte, nous avons une carte réseau. Pour accéder dans le réseau, il faut avoir une carte. Peu importe la carte, ça peut être une carte sans fil, ça peut être une carte filaire avec fibre optique ou bien avec cuivre. Donc, la couche liaison de données sera maintenant là et aura la responsabilité de faire sortir la trame, donc la donnée, l'information à partir de ta carte source jusqu'à la carte finale. On verra ça. Alors, elle permet aussi, cette couche, elle permet au protocole de couche supérieure d'accéder au support des couches physiques et encapsuler les paquets des couches 3. Si vous regardez bien, la couche liaison de données, c'est une couche qui est la deuxième couche.
Alors, je vous avais dit quoi? Lorsque nous émettons les informations, nous commençons à partir de la septième couche parce que c'est là qui est la couche application. Or, l'application, c'est l'intermédiaire, c'est la communication entre l'homme et la machine. C'est par là que nous générons les informations. Si par exemple, je vais dans un navigateur, c'est à partir de l'application au-dessus là-bas de cette couche. Je génère l'information. Alors, l'information, ma donnée, va circuler dans toute le couche jusqu'à ce qu'il va sortir à la couche physique. Maintenant, dans chaque couche du modèle OSI, il y a des protocoles qui sont là. Maintenant, cette couche liaison de données, elle va assurer maintenant la communication, donc permettre au protocole des couches supérieures, donc à partir des couches 3, des couches 4, les protocoles qui sont, prenons par exemple les protocoles qui sont à la couche 3, on voit le protocole IP qui a la version 4, des versions, il y a la version 4 et puis la version 6. Il utilise son système d'adressage. Donc, il va aider maintenant ces protocoles qui sont à partir de la couche liaison de données d'accéder au support. Or, le support, c'est lié directement à la couche physique parce que la couche physique, c'est la première couche. Donc, cette couche ici, liaison de données, elle est responsable d'assurer l'accessibilité des protocoles des couches supérieures d'accéder au support de transmission. Alors, la troisième des choses, on dit, cette couche effectue aussi la détection des erreurs et puis va rejeter les trames corrompues. Donc, cette couche, elle va détecter dans une trame, elle va détecter les erreurs. Et puis, si par exemple, elle remarque qu'il y a une trame qui a été corrompue, elle va rejeter. Je vous avais dit, dans la sécurité, nous avons besoin de l'intégrité. Lorsque nous déplaçons des informations, il faut qu'on nous rassure que les mêmes informations qui ont été sorties soient les mêmes informations qui doivent arriver. Il ne faut pas qu'il y ait altération, il ne faut pas qu'il y ait corruption ou bien modification. Alors, si par exemple la couche liaison de données reçoit une trame, elle détecte que dans cette trame, il y a eu des corruptions, des modifications. Alors, il va détecter des erreurs et puis il va rejeter les erreurs, les trames corrompues. Alors, quand je parle des trames, on voit quoi en réalité? Si vous vous souvenez très bien, je vous avais parlé de PDI. Le PDI, ça veut dire quoi? Bon, j'ouvre la partie ici. Je réexplique la partie ici. Le PDI, ça veut dire quoi? Le PDI, c'est PDI, Protocol Data Unity. Donc, unité, bon, protocole de l'unité des données. Donc, c'est quoi? C'est la forme que la donnée prend dans les différentes couches. Regardez par exemple, parlons du modèle OSI. Le modèle OSI, c'est un modèle qui a 7 couches. Le modèle OSI, nous le savons très bien, le modèle qui a 7 couches. À partir de la couche supérieure, c'est la couche application. Je mets ici 7. C'est la couche application. Applications, yeah. Et puis, je mets la couche 6, c'est la couche session. Session, je mets la couche 5. Et puis, je mets la couche présentation. Présentation. OK, merci. Maintenant, regardez. Lorsque nous générons les informations, parce que je vous ai dit, les informations, nous les générons à partir de la couche application. Or, l'information que nous générons, c'est une donnée. Ce sont des données. Cette donnée-là va transiter dans les différentes couches pour arriver dans le modèle jusqu'à sortir jusqu'au niveau de la couche physique. Si je peux continuer ici, au lieu de cliquer d'abord, je mets la quatrième couche, c'est la couche transport. Transport. Et la troisième couche, c'est la couche réseau. La deuxième couche, c'est la couche liaison de données. Liaison de données. Et puis la première couche, c'est la couche physique. C'est par là que les informations doivent sortir. Physique. Ok, je supprime celui-ci. Ici, je vais vous parler des PDI. Nous générons les informations à partir de la couche application. Et la couche application va faire ses prototypes. Il envoie, on arrive à la couche session et on arrive à la couche présentation. On remarque quoi? Dans ces 3 couches-ci, la donnée ne va pas changer. Ça restera toujours donnée. Donc, ce qui va nous ramener à dire quoi? Le PDI, dans l'unité des données, l'unité des protocoles des données, son PDI sera toujours data, qui veut dire données. Son PDI sera toujours data. Parce que la donnée ne va pas changer. La donnée n'a pas changé.
La donnée que vous avez générée à partir de la couche application, même s'il a transité toutes les trois couches ici, elle garde toujours la même forme, hein. Malgré tout, il est déchiffré, il est chiffré, tout ça, mais la donnée garde toujours la même forme, hein, qui est toujours data. Alors, lorsque cette donnée arrive maintenant au niveau de la couche transport, la couche transport, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette couche va segmenter, donc couper la donnée, dans votre information que vous avez générée. Elle va segmenter, elle va couper ça pour nous trouver maintenant des petites portions. Donc, cela veut dire que je vois une table. Je ne peux pas sortir cette table dans ces couloirs ici. Le couloir, c'est comme un support de transmission, bien un canal. La couche transport dit, bon, comme on reconnaît les couloirs est trop petits, on doit couper cette table. On coupe la table en des petites pièces. Voilà. Maintenant, son PDI maintenant, c'est Sigma. On remarque que la donnée a changé. Son PDI, c'est Sigma. Et arrivé à la couche réseau maintenant va mettre des annotations. Il va modifier encore la donnée. Parce que ici, la couche réseau n'aura pas la donnée parce que la donnée a été changée. C'est devenu maintenant des segments. Alors, la couche réseau aura maintenant un segment, donc des segments. Il va prendre ces segments-là, il va le mettre dans une autre enveloppe encore. Dans une autre enveloppe où il mettra les notifications. Par exemple, il signale que l'adresse IP source c'est moi, l'adresse IP de destination c'est tel PC, et puis il donne la durée de vie. Alors, on remarque que la donnée a changé, son PDI sera paquet maintenant. Ce PDI, c'est paquet. Et la couche liaison de données, que fera la couche liaison de données? Elle va aussi prendre le paquet, elle va le mettre dans une autre enveloppe pour signifier aussi d'autres types d'adresses. On verra l'adresse comme l'adresse MAC que je vous ai parlé. On va voir l'adresse MAC qui est comme une adresse physique. Alors, son PDI, c'est TRAM. Le PDI, c'est TRAM. Le PDI, c'est TRAM. Alors, une fois on a la TRAM, on renvoie maintenant la TRAM au niveau de la couche physique. Et puis, la couche physique ici va convertir maintenant selon les supports, les signaux, les impulsions. Si c'est les câbles en cuivre, ça sera les impulsions électriques. Si c'est la lumière, ça sera la lumière. Donc, la couche physique va convertir. Il y a des documents qui disent qu'ils parlent ici de PDI. Il y a d'autres qui ne parlent pas de PDI. Alors, moi, je ne parle pas ici des PDI parce que c'est dans d'autres documents, on parle ici des PDI. Il y a d'autres qui ne parlent pas des PDI. Bon, on peut parler même des PDI au niveau de la couche physique. C'est pas grave. Alors, le fait d'envoyer, de prendre l'information, les data, de changer ces différentes étapes ici, on appelle ça la segmentation. Dans la segmentation, c'est comme quoi? Vous écrivez une lettre. Vous prenez cette lettre-là, vous mettez les notifications dans la lettre. C'est le contenu, non? Et puis la lettre, vous le mettez dans une enveloppe. Vous mettez cette lettre dans une enveloppe. On ne voit plus la lettre, mais on voit maintenant l'enveloppe. Et sur l'enveloppe, vous mettez les notifications, adresse IP source, adresse IP de destination. C'est ce qu'on appelle encapsulation. Donc, je prends le contenu de la lettre, je prends le contenu qui est la lettre, je le mets dans une enveloppe et puis je ferme. Et puis, je prends cette enveloppe, je peux mettre par exemple dans une farde. Le fait de mettre là-bas, c'est aussi encapsulé. Et puis, je prends la farde, je mets des notifications. Le fait de prendre cette farde, je le mets dans un carton. Dans un carton. J'encapsule. C'est ce qu'on appelle encapsulation. Alors, quand je veux parler de désencapsulation, c'est maintenant enlever maintenant. Donc, tu prends les cartons, tu déchires les cartons, tu fais sortir la farde, tu déchires la farde, tu fais sortir l'enveloppe, tu déchires l'enveloppe, tu fais sortir le contenu. Ici, c'est à la réception. Mais lorsque nous envoyons, nous encapsulons. Voilà, c'est ça. Donc, la trame ici, on va voir maintenant, on nous a dit que c'est cette couche liaison de données qui assure la communication des protocoles qui sont dans le couche supérieur pour accéder au support ici. Alors, on va voir aussi les MAC qu'on appelle les Media Access Controller, donc l'accès au support réseau, l'accès au support. Donc, on va voir si c'est cette couche qui nous assure. Alors, allons-y. Bref, il y a quelque chose que je dois vous parler encore. Donc, si maintenant, comme je vous ai parlé du modèle OSI ici, il y a aussi un autre modèle qui est le TCP/IP. Et puis, vous connaissez le modèle TCP/IP, c'est le modèle qui a quatre couches. Mais sauf que le modèle TCP/IP dit quoi? Comme les trois couches du modèle OSI ne font rien par rapport à la donnée,
Alors moi, je préfère tous le mettre dans une couche qui est la couche application. Je le mets dans la couche application. Et puis, il dit les transports restent toujours transport chez moi. C'est une autre couche transport. Et puis, il dit les réseaux restent toujours réseau. Mais sauf que dans TCP, on n'appelle pas ça réseau, on parle Internet. Et puis, il dit, bon, les deux couches ici, moi, je préfère que ça soit une couche chez moi qui est la couche accès. C'est ça qu'il parle, hein, des accès quatre couches. Alors, nous comprenons que l'encapsulation commence à partir de la couche transport. Pourquoi la couche, les trois dernières couches ici ne font rien. La donnée reste toujours la donnée. Nous générons une donnée qui ne change pas. Il transite dans les trois couches, mais ça ne change pas. Mais à partir de la couche transport ici, on aura maintenant ce qu'on appelle l'encapsulation et on envoie l'encapsulation. On voit aussi l'encapsulation au niveau de la troisième couche et la couche liaison de données. La couche liaison de données, c'est la couche qui clôture l'encapsulation. On verra ça. Alors, on dit quoi? On vient d'ici. On passe maintenant à la page suivante. On dit les IEE, ce sont des normes 802, ce sont des normes utilisées pour les connexions LAN et puis MAN, des sous-couches de liaison de données. On dit ces normes LAN sont spécifiées au type de réseau Ethernet. Donc, on parle beaucoup plus de normes parce que je vous ai dit, il y a des technologies qui ont des identifications dans la documentation, dans les normes. Par exemple, si je viens dans telle documentation, je vois la norme telle, cette norme définit telle technologie. Alors, la norme IEE 802 définit beaucoup plus, spécifie beaucoup plus de technologies comme Ethernet, les WLAN, les WPAN. Il y a beaucoup vraiment, il y a beaucoup même côté fibre optique aussi. Il définit ça beaucoup. Si vous vous rappelez, nous avons le IEE 802.3 qui parle de la carte Ethernet. Ici, le point 11 qui parle de Wi-Fi. Et puis le point 15 ici qui parle de Bluetooth, des Zigbee, des connexions Zigbee. La couche liaison de données se compose maintenant de deux couches. On remarque que dans cette couche liaison de données, data link, liaison de données a des sous-couches en elle. La sous-couche LLC, qui est d'abord la première couche qu'on appelle la couche logique, logique link control, donc contrôle des liaisons logiques. Et puis la deuxième couche, c'est la couche MAC. La sous-couche ici communique entre le logiciel de mise en réseau sur le couche supérieur et le matériel de support sur le couche inférieur. Alors, c'est cette couche ici, qu'est-ce qu'il fait? La couche ici, comme je vous ai dit, cette couche liaison de données, elle collabore avec les couches supérieures pour les faire accéder au support. Alors, c'est grâce à la couche liaison, la sous-couche LLC ici, qu'on saura savoir quel protocole a été utilisé au niveau de la couche réseau et quelle sera la compatibilité par rapport au support utilisé. Parce qu'il y a beaucoup de couches ici, couches dans le réseau ici, qui sont utilisées. Bon, pas beaucoup, mais il y a des protocoles qui sont dans la couche réseau qui n'utilisent pas tous les supports ici. Il y a d'autres protocoles qui disent, moi, je ne peux pas accéder dans les IP et dans le cuivre, dans la fibre optique. Mais il y a d'autres qui sont indépendants des supports utilisés. Alors, c'est grâce à la collaboration maintenant de la sous-couche ici qui est responsable de dialoguer avec les protocoles de couches supérieures. Et puis la deuxième sous-couche ici, on dit, la deuxième couche maintenant, elle est responsable de l'encapsulation. Donc, elle est responsable de l'encapsulation, nous descendons ici. On dit, elle est responsable de l'encapsulation des données, du contrôle d'accès. Donc, cette couche ici, après avoir fourni les informations de la sous-couche ici, cette couche ici maintenant va encapsuler selon les supports utilisés. Et puis, il va clôturer l'encapsulation parce que je vous ai dit que la liaison de données, c'est cette couche qui clôture l'encapsulation. Alors, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Dans la deuxième sous-couche ici, on voit des technologies utilisées aussi pour la couche physique. Donc, en quelque part, cette deuxième sous-couche ici, Mac, est liée avec avec la couche physique. Voilà pourquoi le modèle TCP/IP dit quoi? Moi, comme la deuxième couche et la troisième couche du modèle OSI ont des fonctionnalités presque pareilles ensemble, moi, je préfère tous les mettre dans une seule couche qui est la couche accès. Parce que preuve, on regarde ici, on voit la deuxième sous-couche qui est la couche MAC. On voit les technologies utilisées. Il y a des technologies là-bas, mais qui sont aussi liées à partir avec la couche physique. Donc, ce que vous pouvez retenir ici pour cette tableau ici,
ces tableaux, nous avons des sous-couches au niveau de la couche liaison de données. Il y a la couche LLC qui collabore avec des protocoles supérieurs. Et puis, il y a la couche MAC qui encapsule maintenant la trame. Alors, on dit fournissent l'accès au support. Les paquets échangés entre le nœud peuvent rencontrer de nombreuses couches de liaison de données et transition des supports. À chaque saut au long du chemin, un routeur exécute les quatre fonctions. Ici, maintenant, on parle d'un routeur. Supposons par exemple, le PC A veut envoyer une information à un PC B. Et le PC A, il est dans un autre réseau. Le PC B aussi, il est dans un autre réseau. En ce moment, on sait que nous aurons besoin d'un routeur pour faire l'interconnexion. Lorsque le PC envoie l'information, nous savons qu'ils ont utilisé un support, parlons des supports câblés en cuivre. La donnée a été générée à partir du PCA de la couche application jusqu'à ce que ça sorte le bit à la couche physique. Arrivé maintenant au niveau du routeur. Or, le routeur, c'est un périphérique qui réfléchit jusqu'à la couche 3, donc à la couche réseau du modèle OSI. Le routeur va faire quoi? Il va prendre le bit, il fait sortir la trame. Il trouve la trame et puis il va désencapsuler maintenant cette trame. Parce que la trame, c'est une information qui est à la couche liaison de données. Il va désencapsuler. Donc, je prends une enveloppe, je déchire ça pour trouver maintenant, je prends par exemple la farde, je déchire pour trouver maintenant l'enveloppe qui est dedans afin de vérifier les notations dans l'enveloppe. Ou bien vous prenez un carton, vous déchirez ces cartons pour regarder la farde et puis voir quelles informations qui sont dedans. Là, le routeur ne va pas voir le contenu de votre message. Non, non. Il va juste désencapsuler la trame pour trouver les paquets. Parce que je vous ai dit, le routeur, c'est un périphérique qui fonctionne au niveau de la couche 3, donc au niveau des réseaux, de la couche réseau, des paquets. Il verra maintenant les annotations des adresses IP. Après avoir trouvé maintenant les paquets, il regarde les notations. Ça vient de quelle adresse IP et ça va dans quelle adresse IP de destination. Il trouve maintenant l'adresse IP de destination. Il mettra là-bas que le PC a mis et puis il va chercher maintenant cette adresse IP de destination appartient dans quelle interface que j'ai ici. Lorsqu'il va trouver l'interface de cette adresse IP de destination, il va maintenant faire quoi? Il va maintenant réencapsuler. Donc, je prends les paquets, je prends la trame, je déchire la trame, je vois les paquets, je regarde les informations et que je trouve l'interface de sortie. Je crée maintenant une nouvelle encapsulation de la trame qui sera toujours la dernière encapsulation. Et puis, je le fais sortir maintenant à cette interface de sortie. Voilà pourquoi on dit les paquets échangés entre le nœud peuvent rencontrer de nombreuses couches de liaison de données. Maintenant, la première entrée ici, lorsque le PC est envoyé dans le routeur, c'était une autre couche, une autre communication de la couche liaison de données, on verra ça. Et puis lorsque le routeur a déchiré, il a recréé encore une autre, on voit encore une autre trame. Ça sera une trame différente. Alors, imaginez-vous, nous sommes en train de communiquer sur Internet. On peut passer au-delà des 15 parce que la limite du routeur sur Internet, c'est 25, je crois, 25 ou bien 45. On passe au-delà des 15. Regardez comment votre information sera à chaque fois déchirer la trame. On recrée une autre trame pour passer des sauts à un autre. Voilà le deuxième point par maintenant. À chaque saut, donc à chaque réseau, au long du chemin, un routeur exécute quatre fonctions de base. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que je vous ai expliqué ici. Le routeur va accepter la trame qui est entrée au support. Il accepte la trame à partir d'un support. Il va désencapsuler. Donc, il déchire la trame pour exposer les paquets encapsulés. Il trouve les paquets dans quel bit de trouver l'adresse IP de destination. Après avoir trouvé l'adresse IP de destination, il regarde son interface de sortie et il réencapsule. La troisième des choses maintenant, il va réencapsuler les paquets dans une nouvelle trame. Et puis, il va transmettre la trame sur la nouvelle trame parce que c'est une nouvelle trame. Ça ne sera plus le même carton qu'on a déchiré. Ça sera maintenant une nouvelle trame. On va la rétransmettre sur le support du segment du réseau, du segment réseau suivant. C'est comme ça que ça s'est fait dans tous les réseaux passés. Alors, les couches liaison de données, nous avons les protocoles des couches liaison de données sont définis par les organisations d'ingénierie. Alors, nous avons comme les organisations, bon, il y a des protocoles dans cette couche-là qui sont définis dans des organisations d'ingénierie. Nous avons les IEE, l'Institut
électricité et électronique dans l'Institut des ingénieurs en électronique et puis électricité. Nous avons les Unions internationales des télécommunications, nous avons les ISO, nous avons les ANSI. En fait, c'est pas seulement ces quatre organismes, il y en a beaucoup, il y a beaucoup parce qu'ils définissent vraiment des normes hein, sur les protocoles utilisés dans la couche liaison de données. Alors, nous allons parler maintenant de la topologie des réseaux. Nous allons parler de la topologie des réseaux. La topologie d'un réseau constitue de l'organisation et la relation des périphériques réseaux et les interconnexions existantes entre eux. Vous avez un réseau que vous avez conçu. Alors, vous devez par exemple représenter ces réseaux. Alors, vous devez définir, donc documenter ces réseaux. Ça fait partie aussi de la topologie. Si vous vous rappelez, dans le premier chapitre, on avait parlé, une représentation, ça peut être physique ou bien logique de votre réseau conçu. Alors, il comprend des différents. Nous avons la topologie physique et puis logique. Physique affiche les connexions physiques et la manière dont les périphériques sont connectés. Donc, tu mets les emplacements, dans telle salle, il y a ça, il y a ça. Mais logique identifie les connexions virtuelles, donc entre les périphériques à l'aide des interfaces des périphériques et des schémas d'adressage IP. Le premier chapitre, on avait parlé de ça. Donc, logique, lui, il vous identifie selon les appartenances des réseaux. On peut être dans une salle, on a 10 PC, mais tous les 10 PC ne sont pas dans le même réseau. Alors, dans la topologie logique, je ne les mettrai pas tous dans le même cercle, bien dans le même carré. Ça sera chacun avec son réseau. Mais si je vais identifier dans la topologie physique, je les mettrai tous ensemble parce que nous faisons tous partie du même emplacement. C'est un peu ça des rappels. Alors, parlons maintenant des topologies WAN. Ici, maintenant, le WAN, c'est un réseau étendu. On vous parle de la manière dont vous pouvez vous connecter, vous pouvez concevoir votre réseau. Le WAN, on sait que le WAN intervient lorsqu'on veut faire les transmissions de données au-delà des portées. Donc, cela veut dire que je suis à Kinshasa, je vais envoyer à quelqu'un je vais connecter le site de Kinshasa à un site du Japon et puis des États-Unis. À ce moment-là, j'aurai besoin d'une connexion WAN. Alors, dans le WAN, on a maintenant trois topologies physiques des réseaux étendus qu'on peut utiliser. Ça dépend de vous. Nous avons des topologies qu'on appelle comme les point-to-point. Le point-to-point, c'est quoi? C'est la topologie WAN la plus simple et la plus courante. Elle se compose d'une liaison permanente entre des terminaux. Prenons par exemple, j'ai dit je vais créer les point-to-point. Les point-to-point, on n'a que des sites connectés entre eux et puis on crée un chemin. Donc, point-to-point, donc cela veut dire que si le PC, les sites A, il sort, on sait qu'il va directement, il va arriver dans le site B, dans une connexion où on n'a que des sites connectés entre eux. Je crois qu'il y a des images qui vont expliquer ça. Et puis, je peux aller rapidement ici, la partie ici. Voilà, je regarde un peu ici. Je regarde, désolé, désolé. Ah ouais, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le point-to-point. Donc, regardez par exemple dans ce schéma ici, on parle de topologie point-to-point. Notre site ici à Kinshasa et lui là-bas aux États-Unis. Nous savons que ça, c'est un réseau provider. C'est un réseau Internet. Ça peut être Internet ou bien un provider privé, un WAN privé. Alors, quand je sors ici, je sais que la direction que j'ai, la ligne que j'ai, je sors à partir ici, je vais directement arriver chez lui là-bas. Parce qu'il y a une connexion où on a que nous sommes cadés, il n'y a que deux nœuds qui sont connectés. Il y a le nœud 1 et puis le nœud 2 qui sont là. Donc, il n'y a pas, quand on sort ici, on arrive quelque part. Non, non. Soit on a eu un problème, la donnée n'était pas arrivée. Soit quand on arrive, on sait qu'on va arriver chez mon voisin ici. Donc, c'est une connexion qu'on appelle la connexion point-to-point. Alors, nous avons une autre connexion qu'on appelle les Hub and Spoke. C'est version 1 de la topologie en étoile. Je ne sais pas si vous comprenez les topologies en étoile. Les topologies en étoile, c'est comment? Topologie en étoile, c'est on a 4 sites. On a 5 sites. Mais ces sites-là, prenons par exemple 5 sites. Il y a 4 sites qui sont connectés directement au, au cinquième site. Donc, cela veut dire quoi? Comme en étoile, donc si le site A veut aller au site B, on passe par les sites, prenons par exemple les cinquièmes sites en question. Nous avons 5 sites. A, B, C, D, E. Maintenant, les A, ils se connectent à A, B, C, D, E.
Les A se connectent à 2. Le B se connecte à 2. Les C se connectent à 2. A, B, C. Non, non, pardon. Les A se connectent à... bon, je reprends. Nous avons 5 sites. Nous avons les sites, je peux mettre ça ici en écriture. Je mets nouveau. Nous avons 5 sites. Nous avons les sites A. Nous avons B. Nous avons C. Nous avons C. Nous avons D. Et puis nous avons E. Prenons par exemple comme ça. Alors, on veut concevoir les A se connectent à E. Le B se connecte toujours à E. Le C se connecte toujours à E. Et les D se connectent toujours à E. Donc, cela veut dire que et tous, ils ont un point commun, c'est qui? C'est E. Maintenant, si A veut communiquer avec B, il doit passer par E. Si B veut communiquer avec C, ou bien A veut communiquer avec C, il doit passer par C. Si A veut communiquer avec D, il doit toujours passer par C. Voilà pourquoi on dit c'est en étoile. Lorsque vous allez concevoir ça, vous allez voir vraiment c'est en étoile. C'est vraiment en étoile. Nous tous, nous avons un point commun, c'est E. Notre point commun, c'est E. Alors, cette technologie, c'est la technologie, on parle en étoile. On dit dans laquelle un site central connecte entre et le site des filiales. Donc, j'ai par exemple 5 sites, nous tous nous sommes connectés. Regardons par exemple, parlons de nos des RDC, nous avons 26 provinces. Alors, il y a des entreprises, nous avons des sites dans toutes les provinces. Mais ces sites-là, pour avoir l'Internet, il faut qu'ils se connectent chez nous ici, dans le site de Kinshasa. Vous voyez un peu? Donc, ils n'ont pas l'Internet à partir de chez eux. Et pour communiquer, par exemple, Lubumbashi communiquer avec Matad, il doit passer par Kinshasa. Il doit tous passer par Kinshasa. Donc, cela veut dire que c'est une technologie en étoile. Alors, nous avons la technologie Maé. On dit la technologie Maé, c'est quoi? Cette topologie offre haute disponibilité. La disponibilité, c'est comment? On dit, mais nécessite que tous les sites finaux soient connectés entre eux. Quand on parle de haute disponibilité, comment? Regardez par exemple Ebb and Spock. Si par exemple Kinshasa tombe en panne, directement, il n'y aura plus de communication de province entre eux. Parce que pour aller dans une autre province, il faut passer par Kinshasa. Maintenant, le maïs, c'est quoi? Le maïs, c'est tout le monde doit être connecté avec tout le monde. Donc, cela veut dire que A sera connecté avec E, pas seulement avec B, pas seulement avec C, pas seulement avec 2. Avec 2. Et ça sera ainsi de suite pour le B. B aussi sera connecté avec tout le monde. Donc, cela veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par Kinshasa pour aller à Matadi. Parce que je suis déjà connecté avec Matadi. Donc, Lubumbashi peut aller directement avec Matadi. Donc, tout le monde est connecté avec tout le monde. Si, par exemple, mon chemin direct avec Matadi ne fonctionne plus, je peux passer par Kinshasa ou bien je peux passer par Kolwezi pour atteindre Matadi ou bien je peux passer par Mbandaka pour atteindre Matadi. Donc, c'est comme ça. Mais sauf que les problèmes avec ces genres de topologie, c'est coûter parce que vous devez créer beaucoup de liaisons, plusieurs liaisons entre eux. Voilà les 3 topologies que nous retrouvons dans les connexions WAN. Voilà, ici, il y a une démonstration de peer-to-peer. On dit les topologies point-to-point physique connectent directement à des données. Les nœuds n'ont pas besoin de partager le support avec d'autres hôtes. Je vous ai parlé. En outre, toutes les trames du support ne peuvent se déplacer que vers ou depuis les données. Alors, il y a un protocole WAN qu'on verra, c'est le protocole PPP, le protocole point-to-point, qui est facile, simple, la communication WAN utilisée. On le verra, mais pas dans ces modules, c'est dans le session 3. En 6NP aussi, on continue ça. Alors, parlons de topologie LAN. Nous avons parlé de WAN. On dit les perfets finaux, dont les PC entre nous, des réseaux locaux sont généralement interconnectés à l'aide d'une topologie en étoile ou étoile étendue. Donc, étoile, c'est ça, voilà. Il y a un point central ici. Et étoile étendue, c'est ça. C'est la technologie actuelle, le plus répandue, la plus répandue qu'on utilise actuelle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous nos PC sont connectés directement à un point central qui est le commutateur. Alors, ce commutateur nous crée une topologie en étoile. Les topologies en étoile et en étoile étendue sont faciles à installer et très évolutives et faciles à dépanner. Aujourd'hui, on utilise. Mais il y a eu des technologies avant. Les technologies Ethernet, tout ça, les tokens WIN fournissent des topologies supplémentaires. Nous avons eu des topologies en bis. Les topologies en bis, c'est ça, la topologie en bis. Tous les systèmes finaux sont reliés entre eux et se terminent à chaque extrémité. Donc, nous sommes reliés ici et on se termine à chaque extrémité. Mais sauf qu'avec ça, on n'utilise plus. Nous avons la topologie
en anneau, donc chaque système d'extrémité est connecté à ses voisins respectifs pour former un anneau. Donc, ça nous forme tout ça. Mais sauf que c'est utilisé dans le réseau de token ring, des topologies de token ring. Je ne sais pas si vous connaissez les talkie walkie, c'est ce genre de topologie. Mais nous, actuellement, ce qu'on utilise, c'est étendu, en étoile, pardon, en étoile et puis étoile étendue. Voilà, on a parlé de topologie. Parlons maintenant de la communication. Nous sommes toujours dans les topologies. Communication en mode duplex, intégral et puis semi-duplex. D'ailleurs, quand est-ce qu'on parle de mode duplex intégral et puis semi-duplex intégral? Dans la communication, nous avons deux directions. Nous avons l'envoi et la réception, donc aller et retour. Alors, lorsque nous assurons l'envoi et la réception au même moment, en ce moment-là, on parle de duplex intégral. Donc, cela veut dire que moi, je suis en train de parler et je peux aussi écouter. J'envoie et je peux aussi réceptionner. C'est le duplex intégral. Mais lorsqu'on parle de semi, donc semi, c'est quoi? Lorsque j'envoie, je ne peux pas recevoir. Vous devez attendre jusqu'à ce que je vais finir d'envoyer. Et puis, lorsque je reçois, je ne peux pas envoyer. Donc, c'est comme ça. Communication en mode semi autorise un seul appareil à envoyer ou à recevoir à la fois sur un support partagé. Il est utilisé dans les anciennes topologies en bis et avec les concentrateurs Internet. Mais le monde duplex aujourd'hui, euh, les semis, c'est une ancienne technologie utilisée même dans les concentrateurs dans le passé. Mais actuellement, on a des duplex full. On peut envoyer ou recevoir au même moment. Mais la page qui suit, je vais vous expliquer autre chose. Les deux périphériques peuvent simultanément, donc quand on parle de mode duplex intégral, les deux périphériques peuvent simultanément transmettre et recevoir des données sur les supports. Les commutateurs Ethernet actuels fonctionnent dans le mode duplex. Donc, les concentrateurs fonctionnaient dans semi-duplex et les commutateurs fonctionnent dans duplex. Quand j'utilise un concentrateur, je mets 10 PC. Si un PC envoie, tous les PC doivent attendre. Lorsque les PC finissent d'envoyer, maintenant, il y aura un PC maintenant qui pourra envoyer. Donc, on ne peut pas un PC envoie et puis il y a d'autres PC envoient aussi. Non, ça va créer des collisions. Mais dans le commutateur, on peut tous envoyer au même moment. Ça peut aller. Maintenant, le méthode maintenant d'accès au contrôle. Nous avons des méthodes d'accès au contrôle. Il y a contrôle d'accès avec détection de collision et puis éviter la collision. On va voir ça. Accès avec gestion de conflit. C'est la norme qu'on appelle le CSMA. CSMA. Tous les nœuds fonctionnant en mode semi-duplex sont en concurrence pour utiliser le support. En voici quelques exemples. Nous avons le processus d'accès multiple avec écoute des porteurs et détection de collision, qu'on appelle le CSMA CD, et utilisé sur les anciens réseaux Ethernet dans la topologie BIS. Donc, les concentrateurs, même dans le BIS, qu'est-ce qui est passé? Avant d'envoyer, il faut que je fasse une écoute du terrain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise les signaux, les circuits? S'il n'y a personne qui utilise les circuits, je peux envoyer. Mais si quelqu'un utilisait les circuits et que moi j'envoyais, il y aura la collision. Collision, c'est comme un accident. C'est ça, c'est qu'on a expliqué ici. Maintenant, nous avons le processus d'accès multiple avec écoute des porteurs et détection de collision. Et aussi, ce système aussi est utilisé aussi, pas seulement dans les technologies Ethernet pour les fils, c'est utilisé aussi même dans la technologie sans fil aussi. Même dans le réseau sans fil aussi, il y a détection, bon, pas détection, mais il y a écoute des porteurs où ils fonctionnent comme dans semi. Avant d'envoyer, il faut qu'ils fassent une écoute. Alors, si par exemple, ils remarquent que le chemin est libre, ils vont envoyer. Mais si le chemin n'est pas libre et qu'ils envoient, il y aura maintenant détection. Alors, nous avons accès contrôlé. On dit accès déterministe où chaque nœud a son propre temps sur les supports utilisés dans les anciens. Donc, cela veut dire que moi, j'ai mon temps, j'envoie. Lorsque j'ai fini, quelqu'un doit envoyer. Donc, le temps est déterminé comment? C'est avec écoute. Donc, avant d'envoyer, je dois d'abord écouter. J'écoute d'abord les supports. J'écoute les supports. Est-ce que les supports sont utilisés? Si les supports n'est pas utilisé, à ce moment-là, je peux envoyer maintenant. Maintenant, parlons maintenant des CESMA maintenant CD qu'on utilise.
Or, les commutateurs, ils ont hérité le même fonctionnement que les concentrateurs. Parce que les commutateurs, même si on dit qu'ils fonctionnent dans duplex intégral, mais il a hérité, le commutateur a hérité l'ancien fonctionnement des concentrateurs, où lorsque on ne se contrôle pas, on envoie directement, on peut subir ce qu'on appelle quoi, la collision. On dit le CSMACD utilisé par les anciens réseaux locaux fonctionne en mode semi. Donc, CSMACD, ça fonctionne en mode, ça ne fonctionne pas intégral, où un seul appareil envoie ou reçoit à la fois. Maintenant, le processus d'accès multiple avec écoute des ports tests et détection de collision pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer des données. Et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données au même moment. Maintenant, si plusieurs personnes maintenant envoient les données au même moment, qu'est-ce qui va se passer? On aura la collision. On dit processus de détection de collision. C'est ce qui suit maintenant les CD. Si plusieurs personnes envoient les données au même moment, qu'est-ce qui va se passer? On dit les périphériques qui transmettent simultanément entraîneront une collision des signaux sur les supports partagés. Voilà ce qu'on appelle maintenant la détection de collision. Ils vont entraîner quoi? Ils vont entraîner une collision des signaux sur les supports partagés. Ça sera comme un coup-circuit. Or, quand il y a un coup-circuit, dans tous les câbles qui sont reliés dans ces courants-là où il y a le coup-circuit, il y aura une décharge, une circulation de courant dans la collision coup-circuit. Les périphériques qui vont détecter, les périphériques vont détecter la collision. Chaque périphérique qui transmet des données tient compte du temps dont il a besoin pour la transmission. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a eu maintenant détection et qu'on n'a rien fait avec nos commutateurs, c'est tout. Avec le concentrateur, c'est tout. Mais le commutateur, même s'il est intelligent, mais par défaut maintenant, il fonctionne comme ici dans SEMI. Lorsqu'il est, pas seulement le commutateur, même le PC aussi, parce qu'on parle de la technologie Ethernet. Lorsqu'il y a eu détection maintenant, il y a eu collision, il y aura maintenant un temps mort où personne ne va plus envoyer. Jusqu'à ce qu'on va attendre que le chemin soit balayé parce qu'il y a collision, il y a eu surtension. Jusqu'à ce que chaque périphérique qui transmet des données tient compte du temps dont il a besoin pour la transmission. Voilà pourquoi si vous partez dans votre carte réseau, moi je n'utilise pas Windows, sinon j'allais vous montrer. Si vous partez dans votre carte réseau, si vous partez dans votre carte réseau, vous allez remarquer que ce soit dans Windows, que ce soit dans Linux, que ce soit dans le périphérique Cisco, on met la carte réseau dans un mode qui est le mode automatique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas avec qui on va se connecter. Automatique, ça veut dire quoi? Ils doivent avoir d'abord une négociation entre les deux cartes. Ils doivent négocier entre eux. Moi, je suis fort, je peux arriver dans semi. Et moi, je peux arriver dans duplex intégral. L'autre carte aussi dit, moi, je peux arriver en duplex. À ce moment-là, ils vont maintenant s'attendre pour fonctionner dans duplex intégral. Mais si, par exemple, vous remarquez, une carte ici, il est dans semi et l'autre là-bas, il est dans intégral, on aura toujours collision. Je vous ai dit, même dans les cartes réseau, si vous partez vérifier, surtout dans Windows, vous partez vérifier votre carte Ethernet. Même dans le téléphone, vous vérifiez votre carte Ethernet. Vous allez voir, c'est dans le mode automatique. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette technologie Ethernet, c'est une technologie qui a hérité l'ancienne technologie des concentrateurs, qui est le semi-duplex. Alors, lorsque nous utilisons les semi-duplex, ça veut dire une personne peut envoyer à la fois. Alors maintenant, les cartes en question, si par exemple je conçois, aujourd'hui la technologie a évolué, je conçois ma carte Ethernet et que je lui ai doté la capacité de fonctionner en duplex intégral. Je lui ai donné cette intelligence-là de fonctionner en duplex intégral. Mais je ne vais pas mettre par défaut l'option duplex intégral. Je mettrai par défaut l'option négociation qui est automatique. Parce que je ne sais pas mon ordinateur va se connecter avec qui. Peut-être il va se connecter avec un commutateur qui n'a pas la capacité de fonctionner comme duplex intégral. Ou bien il va se connecter avec un PC qui n'a pas la capacité de fonctionner comme un duplex intégral. Alors si moi, par exemple, j'ai mis option par défaut, j'ai mis duplex intégral et qu'il se connecte maintenant avec un commutateur qui est semi, alors lorsqu'il va communiquer, il y aura la collision. Parce que le commutateur dira, moi, je ne sais pas envoyer ou recevoir au même moment. Je ne fais qu'envoyer ou bien recevoir. Or, le PC il dit, moi, je peux envoyer au même moment et recevoir. Alors, le PC il joue dans le rôle
intégral et le commutateur joue dans le semi, il y aura collision. Ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi on doit toutes les fabrications, c'est selon les normes, doivent les mettre dans le mode automatique. Pourquoi? Parce que les machines doivent entre et se négocier d'abord. Dire non, moi je suis dans semi, lui dire non, moi je suis dans intégral. Bon, comme toi tu es dans semi, moi je suis une intégrale. Bon, je me rabaisse en fonction d'un semi. Ils fonctionnent dans semi. Et s'ils sont dans intégral, ils vont fonctionner dans intégral. Donc c'est comme ça. Alors, parlons maintenant côté sans fil. Les sans fil maintenant, il a hérité aussi ce mode d'écoute avec écoute des porteurs. Mais qu'est-ce que fait maintenant les sans-fils? Les sans-fils ne détectent pas la collision. Parce que les câbles, si vous regardez, les CD, ils détectent la collision. Mais les sans-fils ne détectent pas la collision. Ils évitent plutôt la collision. Comment? Qu'est-ce qu'il fait pour éviter? On dit la norme CSMA-CA est utilisée pour le 802.11, qui est la technologie des sans-fils wireless. Fonctionne en mode semi-duplex où un seul appareil peut envoyer. Les processus CSMA-CA pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer de données et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient de données au même moment. Alors, maintenant, pour éviter la collision, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a un processus de prévention de collision. Mais tandis qu'avec les câbles, il n'y a pas un processus de prévention, mais un processus de détection. Donc, quand on parle de détection, donc quelque chose qui a été déjà effectué, on détecte maintenant les conséquences, les résultats. Mais prévention maintenant, on évite maintenant afin qu'il y ait une collision. Ici, on dit lors de la transmission, avant la transmission, pendant la transmission, les périphériques incluent également la durée nécessaire pour la transmission. Là, on sait, c'est pareil ici, chaque périphérique a un temps où il doit envoyer. Maintenant, il y a encore un deuxième ajout. Les autres périphériques, si les supports partagés reçoivent les informations de la durée du temps et savent combien de temps le support sera indisponible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque moi, je vais, par exemple, envoyer dans les sans fils, ça se fait dans les millisecondes. Lorsque moi, je vais envoyer, je dois donner un jeton à tous les périphériques qui font partie du même point d'accès. Ils doivent avoir un jeton concernant la durée. Ils ne vont pas seulement écouter. Parce que dans la détection des collisions, on dit quoi? Chaque périphérique qui transmet des données tient compte du temps. Donc, le temps ici, il tient compte, c'est quoi? C'est par rapport, bon, ici, on a parlé de la détection, après avoir trouvé la détection déjà. Regardez par exemple avant, le périphérique qui transmet simultanément entraînera une collision du signal. Ici, qu'est-ce qu'ils font dans la détection? Ils ne font qu'écouter seulement. Avant que j'envoie, j'écoute les chemins libres et puis j'envoie. Or, pendant que tu as écouté, selon toi, tu as cliqué les chemins libres et lorsque tu as envoyé, il y a une collision. Mais le sans-fil, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Lorsqu'il écoute les chemins, il va vérifier aussi les jetons qu'il a. Parce que les jetons, ça sera comme un compte à rebours qui va lui dire, le met à 5 secondes. On a 5, 4, 3, D. Donc, je ne tiens pas compte seulement à cette écoute-là, je dois vérifier aussi les jetons que j'ai. Parce que les jetons qui vont confirmer maintenant qu'il y a un chemin il y a maintenant le support qui est indisponible. Bien le support est disponible. Voilà pourquoi on dit les sans fil, il évite la collision. C'est grâce à ça, en tout cas, cette technologie, ça tient parce que dans les sans fil, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de collision. Avec ces deux technologies, il y a l'écoute et puis il y a un côté où il a un jeton. Quand il écoute, il voit que le signal est vide. Il regarde les jetons, il voit que les jetons que le médecin m'a dit qu'il va utiliser pendant un certain moment, c'est toujours en activité. Donc, je ne peux pas envoyer même si je n'écoute pas, même si je sens que le chemin est toujours libre, je garde mon jeton. Voilà. Dans la partie CSMA-CA et CSMA-CD est utilisé avec les câbles Ethernet, mais les CSMA-CD, détection de collision, est utilisé avec le réseau sans fil. Voilà. Maintenant, on va parler de la troisième partie qui est la trame des données. On va voir la trame des données. C'est quoi? On dit le protocole de la couche. Le protocole de la couche liaison de données encapsule l'unité de données dans le PDI dans l'entête. Dans l'entête, c'est la nouvelle information que chaque couche ajoute. C'est ce que j'ai en parlé, encapsulation. Donc, vous prenez une lettre, vous mettez dans une enveloppe, vous mettez des notifications.
Donc, chez nous, ici, en réseau, on va parler de l'entête. Donc, je prends la donnée, je le mets dans une entête. Alors, le protocole maintenant de la couche liaison de données, il va encapsuler cette unité de données qui est le paquet, il le met dans une entête et dans la quai des bandes pour former une trame. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons? La trame de liaison de données comprend trois choses. Nous avons l'entête de la couche liaison de données. Nous avons la donnée. La donnée ici, c'est les paquets qui viennent de la couche réseau. Et nous avons la quai des bandes. La quai des bandes, pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est la couche liaison de données qui clôture l'encapsulation. Alors, il doit mettre un débit, il doit clôturer dans la quai des bandes pour savoir que la trame a commencé ici et ça doit finir de l'autre côté. Le champ de la tête et la quai des bandes varient en fonction du protocole de la couche de données. Alors, et ça varie parce que ça dépend du protocole utilisé. On peut être dans le support LAN local, on utilise le protocole ARP. On peut être dans le support WAN, on utilise le protocole PPP point-to-point, ce que je vous avais dit. On peut utiliser le protocole relais des trames. Il y a beaucoup de protocoles WAN qui sont là. Donc, ça dépend. Maintenant, la donnée aussi, la taille des données, ça dépend par rapport aux informations que vous avez générées. La quantité d'informations de contrôle requises dans la trame varie pour répondre aux exigences de contrôle d'accès, du support et de la topologie. Ça varie. On ne peut pas voir une trame qui est comme ça et on retrouve encore une autre trame qui a la même taille. Bon, ça peut arriver, mais ce n'est pas une obligation. Ils doivent tous avoir la même taille. Non, non. Ça varie. La taille va varier. Mais on saura qu'on doit trouver au minimum telle taille, au maximum telle taille. Alors, ça peut varier par rapport au support utilisé aussi, par rapport à plusieurs de choses. Voilà à quoi représente la trame. Tout ça, c'est la trame. Ça, c'est la trame. Et ça, je vous ai parlé, c'est l'entête. L'entête, dans la partie ici, c'est l'entête. Ça, c'est paquet qui vient de la couche réseau. Et puis ça, c'est la quai de bande. Dans la tête, qu'est-ce que nous avons? Là, dans la tête, nous avons le débit de la trame. Le débit. Regardez ici, on a signifié même ça, débit et fin des trames. Identifie le débit et la fin des trames. Or, le débit de la trame, c'est ici, et fin de la trame, c'est de l'autre côté. Fin de la trame, c'est de l'autre côté. Donc, c'est dans la quai. Donc, dans la tête, nous avons le débit, on vous signale un débit de la trame. Nous avons l'adressage. L'adressage qu'on verra ici, ce n'est pas l'adressage IP, mais c'est l'adressage qui est au niveau de la carte réseau. C'est l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est une adresse qui est l'adresse physique, c'est une adresse qui est au niveau de la carte réseau. Dans chaque carte réseau, que ce soit la carte réseau sans fil ou n'importe quel réseau WAN ou quoi, chaque carte réseau a une adresse MAC qu'on appelle l'adresse physique, l'adresse MAC. Alors ici, on verra l'adressage MAC source et MAC de destination. Donc, savoir ça sort de telle carte pour aller dans quelle carte interface. Et le champ type ici, ça identifie les types de protocoles qu'on a utilisé, le protocole de couche supérieure. Donc, du quoi, identifie les protocoles encapsulés de la couche 3. Rappelez-vous, la couche liaison de données en sous-couche, il y a une couche qui est le LLC qui négocie avec les protocoles supérieurs. Alors, quand on va utiliser par exemple le protocole IP, vous allez remarquer, ce protocole IP sera identifié dans la partie IP. Si c'est un protocole EGRP, ça sera identifié ici. Alors, les champs de contrôle ici identifient les services de contrôle de flux. Il va contrôler selon la communication, la transmission, est-ce que on respecte les principes, est-ce que la donnée, la trame est toujours comme ça, on respecte. Et puis data ici, data c'est la donnée, data ici c'est la donnée, data c'est la donnée dont on dit contient la charge utile de la trame. Donc c'est la donnée qui vient au niveau de la couche paquet et de la couche réseau, qui est les paquets, donc ça varie aussi. Et puis ici, dans la quai des bandes, nous avons la détection des erreurs. Détection des erreurs est utilisée pour déterminer les erreurs de transmission. Donc, s'il y a une corruption, alors celui-ci, grâce à celui-ci, qu'on va détecter les erreurs. Grâce à ces champs ici, on pourra détecter les erreurs. Et de l'autre côté, nous avons la fin des trames. C'est très important pour un administrateur réseau de connaître tout ça. Parce que vous allez arriver quelque part, on doit voir ça dans des captures. Vous devez capturer les informations de données. Vous devez savoir dans telle couche nous sommes comme ça et vous devez comprendre et interpréter tout ça. C'est vraiment très important. Avec le temps, avec nos pratiques, vous allez arriver à comprendre comment capturer des paquets, comment faire ça, comment faire ça. Alors, adressage maintenant à la couche 2, également appelée l'adresse physique, ou bien l'adresse couche 2, l'adresse physique. On dit c'est un contenu dans l'entête de la trame. On le sait, c'est contenu dans l'entête. Désolé pour cet appel.
Utilisé uniquement pour la livraison locale d'une trame sur la liaison. Alors, la transmission de la trame ne va pas au-delà d'un autre segment. Quand je parle des segments, je parle des réseaux. C'est limité toujours dans le même réseau. Ça ne peut pas. Pourquoi ça ne peut pas aller dans un autre réseau? Parce que rappelez-vous, lorsqu'il arrive au niveau du routeur, le routeur, c'est un perfil de couche 3. Il va déchirer la trame. Donc, il va détruire cette trame qui existait. Il trouve les paquets et puis il trouve l'interface de sortie. Il recrée une autre trame. Voilà pourquoi les mappages d'adresses qu'on a trouvé ici, des adresses MAC, ça ne sera pas les mêmes mappages qu'on a trouvé ici. Non, non. Parce que les RP, qui est le protocole utilisé pour la trame, c'est limite seulement selon les segments. On dit mise à jour par chaque périphérique qui transmet la trame. Donc, chaque routeur, il est mis à jour. Pourquoi je ne parle pas de commutateur? Parce que le commutateur, il fonctionne à la limite de la couche D, c'est la couche liaison de données. Le commutateur, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il reçoit la trame, il regarde déjà les adresses MAC source et puis l'adresse MAC de destination. Il le fait sortir, c'est tout. Le commutateur relie les personnes qui font partie du même réseau. Mais tandis que le routeur, lui, fera interconnexion. Alors, pour faire l'interconnexion, il faut détruire la trame pour trouver les paquets. Et regardez, ça, ce sont les paquets. Nous avons l'adresse IP source et nous avons l'adresse IP de destination. On remarque que ces deux personnes ne font pas partie du même réseau. Mais l'adresse MAC source ici, si vous regardez, dans le cours, c'est Internet, c'est toute une vidéo. L'adresse MAC source, si vous regardez ici, c'est le MAC source, c'est ces messieurs ici. Et MAC de destination, c'est pas ces serveurs. On ne peut pas mettre l'adresse. Pourquoi? Parce que les MAC, la trame, c'est limite seulement dans le même réseau. Il met maintenant la destination il met la destination, sa passerelle. C'est le routeur. Dans le chapitre qui vient, on va parler des processus de communication des mêmes réseaux et des réseaux distants. Il met la destination, c'est qui? La passerelle. Pourquoi? Parce que la trame, c'est grâce aux adresses MAC qu'on déplace la trame. Si je peux rapidement vous donner cet exemple ici. Moi, je suis ici en Kinshasa. Je vais communiquer avec une personne qui est, par exemple, il habite Gombe, il est en Kinshasa. Je l'appelle par son numéro. Je suis chez moi et je l'appelle par son numéro. Mettons les numéros comme les adresses IP. Je l'appelle par son numéro ici. Je l'appelle. Dans mon information, c'est mon numéro source. Alors, il y a un véhicule qui doit prendre un colis chez moi pour les ramener chez lui. Le véhicule vient chez moi. Dans le paquet, le véhicule va faire quoi? Dans les cartons, il prend l'adresse IP source. Il prend mon adresse à moi. Il met moi l'adresse, mon numéro IP à moi. Il met mon numéro de téléphone. Et en plus, il prend mon adresse physique. C'est là où j'habite. Il met. Et l'adresse de destination, IP, il met le numéro de la personne. Il met son numéro comme IP de destination. Maintenant, son adresse domicile, comme MAC, il mettra son adresse domicile qui est Gombe. Donc, IP source, c'est mon numéro. Et adresse MAC source, c'est l'adresse physique de ma maison. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il met quoi? L'adresse, c'est donc moi, je vais mettre bien lui. Il met les notations de destination, il met les numéros de destination de la personne qui a Gombe, son numéro et son adresse physique, c'est sa parcelle. Le véhicule se déplace jusqu'à chez lui, ça passe. Maintenant, le monsieur a quitté notre réseau. Il a quitté Kinshasa. Il est parti, prenons par exemple, aux États-Unis. Alors, j'ai un colis à lui envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, le véhicule est venu chez moi. Le véhicule met mon numéro IP source. Il met mon numéro. Il prend mon adresse MAC source. Il met mon adresse domicile de la maison. Ça ne change pas côté chez moi source. Maintenant, à la destination, qu'est-ce qui va se passer? Il met son numéro de destination comme IP. Mais le numéro de domicile, la voiture ne transfère pas de ville à ville. Il va trouver maintenant, par exemple, on trouve DHL comme moyen de transport. Le véhicule va mettre comme adresse physique DHL. Pourquoi? Parce que le véhicule va prendre l'information à partir de chez moi, pas l'amener aux États-Unis, il ne saura pas. Il va l'amener maintenant au DHL. Donc, physiquement, l'adresse MAC, ça sera mon adresse et l'adresse MAC de destination, ça sera DHL. Mais le collier n'a pas été envoyé chez DHL. Non, le DHL, c'est juste un moyen, une passerelle pour l'envoyer vers des réseaux externes qui est les États-Unis. Alors voilà, c'est ça ce que fait les routeurs.
On ne mettra pas l'adresse MAC de ce monsieur ici parce qu'on ne connaît pas son adresse MAC. Lui, il est dans un autre réseau, on ne connaît pas. Mais je mettrai l'adresse MAC de ma passerelle, de la personne qui saura me déplacer vers les réseaux externes. Donc, c'est ça là un peu l'exemple de l'idée. Ça vient du 7e chapitre, mais je vous donne déjà l'idée de la communication d'un réseau physique local et puis de la communication d'un réseau distant. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les trames LAN, on dit le protocole logique et les supports physiques déterminent le protocole de liaison utilisé. Dans la couche liaison de données, nous avons beaucoup de protocoles. Nous avons la norme Ethernet, nous avons le norme USND sans fil, nous avons le protocole PPP, nous avons le HDLC, nous avons les frames réels, les relais des trames. Il y a beaucoup. Dans le local, nous utilisons Ethernet et puis les sans fil, nous utilisons le 800. Hein, et puis ce qui reste ici, ce sont des communications WAN. Chaque protocole effectue un contrôle d'accès au support pour les topologies logiques spécifiées. Chaque protocole a sa propre fonction de fonctionner et il a sa propre fonction d'utiliser ces contrôles. Voilà, le chapitre 6 a pris fin. C'est ça, on a parlé de la couche liaison de données. C'est ça, on devait parler, expliquer un peu comment fonctionnent ces protocoles. On a fait, waouh, 1h20 minutes. Donc, c'est ça. Je ne sais pas, Diomi, s'il y a des questions. La vidéo, je vais publier dans les groupes. Diomi, ça fait longtemps que... Bon, j'arrête d'abord. Ça fait longtemps que tu nous as